Nous continuons notre petit périple dans le monde merveilleux de l'apocalypse et de la fin du monde avec un nouveau sujet aujourd'hui. On va parler d'un autre film des années 80, donc cette fois-ci on est en mode cinéma. On va parler d'un chef-d'œuvre du 7e art, un film avec Jean-Claude Van Damme, un film incluant Jean-Claude Van Damme. Alors, tous les films avec Jean-Claude Van Damme, il faut le dire, sont des chefs-d'œuvre à ce niveau-là. Mais bon, déjà à l'époque, on voit bien que le cinéma était très influencé par ce thème de la fin du monde. Et on voit comment à quel point c'est cyclique, puisque aujourd'hui, en 2020, 2024, on se retrouve à nouveau avec ces préoccupations de fin du monde, de guerre nucléaire, de risque de guerre nucléaire, d'apocalypse, de cyberattaque, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est discussion cinéma, c'est chef-d'œuvre, c'est Jean-Claude Van Damme se promène au pays de Mad Max dans Cyborg. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bienvenue à vous dans votre dose de geek hebdomadaire présentée par Dose Geek sur la TV 42. C'est le moment de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner avant d'aller plus loin. On va parler cinéma aujourd'hui et on va parler JCVD, c'est-à-dire Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme dans le futur, oui, dans un futur apocalyptique, puisque on va parler du fameux film Cyborg. Le film Cyborg, oui, qui est sorti en salle le 7 juin 1989, un film qui dure 1h26, donc c'est quand même assez court, hein. C'est même pas 1h30, film mêlant action et science-fiction. Là vous avez l'affiche du film. Dis donc, il est mal noté, hein. Les films ont mis les spectateurs ont mis 1,9 étoiles sur 5, ce qui est quand même très médiocre. On va lire le synopsis. Dévasté par l'anarchie sociale et la peste, en somme un scénario tout à fait banal quand il s'agit d'apocalypse. L'Amérique du XXIe siècle est plongée dans un cauchemar barbare. Seule Pearl, prophète, une magnifique mi-humaine, mi-robot, a les connaissances nécessaires pour développer un vaccin. Tiens! Mais Pearl est capturée par des pirates cannibales, pirates cannibales, transphobes, transgenres, non-binaires, enfin tout ce que vous voulez, homophobes, qui veulent garder l'antidote pour eux, et dominer la Terre, ou ce qu'il en reste. Seuls les talents de combattant de Gibson Reichenbacker peuvent la sauver. Évidemment, Gibson Reichenbacker est expert en arts martiaux. Et à la jambe qui vole très haut. Et avec elle, le reste de la civilisation. Regardez ce film, bien sûr qu'on va le regarder. On va regarder la bande-annonce, si YouTube veut bien nous laisser regarder la bande-annonce. Et sinon, je couperai au montage, encore une fois, malheureusement. Allez, c'est parti. Welcome to the world of the not-too-distant future. Get going! Go! C'est elle, Pearl. Gang is reshaping the world Ça, c'est les méchants. into their own vision of hell. And only one man can stop them. Jean-Claude Van Damme is leading the battle between good and evil. As Gibson. Take him out. As it's never been fought before. He's on a desperate mission to rescue a cyborg who holds the secret for saving the world. Why did you help me? I don't want to see you die. From the dust of destruction
rises the warrior of a new age. Mais il n'y a pas qu'elle qui est un cyborg, hein. Il y a aussi le... Je pense que le Fender, le méchant, là, c'est un cyborg lui aussi. Jean-Claude Van Damme has become the first hero of the 21st century. Scène incroyable, scène mythique du film. Cyborg. Ça pourrait être une musique de Predator. Mais ça reste un film, même si c'est considéré comme un navet par beaucoup de gens un peu pointilleux dès qu'il s'agit de cinéma, moi je dirais que ça reste quand même un bon film d'anthologie en ce qui concerne la science-fiction et le domaine des cyborgs. Et il y a quand même des séquences d'action qui sont intéressantes, et il y a certaines séquences qui sont intéressantes, mais de par le fait que on peut pas nier le fait que Jean-Claude Van Damme, à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, il a un charisme naturel, il incarne quelque chose, il a les épaules pour porter un film, ce que beaucoup d'acteurs aujourd'hui, notamment des acteurs français, manquent de manière criante. Jean-Claude Van Damme a ce charisme naturel qui a fait son succès quelque part, qui a fait que c'est devenu une star internationale, un des rares acteurs franco-belges ou français, même s'il est d'origine belge, hein, mais on aime bien dire, en tant que francophone, on aime bien aussi être chauvin et dire qu'il est un petit peu français aussi, parce qu'on a tellement peu d'acteurs français qui réussissent, qui deviennent des stars internationales aujourd'hui que... Et c'est pour ça que c'est devenu une star internationale, qu'il a joué dans tellement de films outre-Atlantique. C'est parce ce qu'il incarne au cinéma, à l'écran, et ses capacités, ses prouesses physiques. Il y a une façon de bouger, une façon de faire des combats, il y a une façon Jean-Claude Van Damme. Quand vous le voyez bouger, vous reconnaissez immédiatement Jean-Claude Van Damme. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc là, on a la fiche Wikipédia, un film américain réalisé par Albert Pyun, sorti en 89. À l'aube du XXIe siècle, l'Amérique vit un cauchemar. Une épidémie de peste décime la population, et profitant du désordre apocalyptique, des gangs de hors-la-loi font régner la terreur partout où ils passent. On retrouve toujours un peu le même type de scénario, hein, un peu comme dans Mad Max, sauf que dans Mad Max, c'est la guerre pour le carburant. Et là, il y a autre chose qui a provoqué l'apocalypse. On a un mélange d'épidémies, de guerre, de chaos, etc. Pearl Prophet, une femme mi-humaine. Alors dans le film, on mentionne jamais son nom, hein. Même pour Jean-Claude Van Damme, je crois qu'on mentionne jamais son nom parce qu'il est censé s'appeler Gibson. Enfin, je crois qu'ils doivent le dire une fois ou deux dans le film. C'est très, très rare, très subtil. Elle est mi-humaine, mi-robot. Elle possède des informations qui, amenées à Atlanta, permettraient de trouver un remède contre la peste. Mais cette dernière tombe entre les griffes de Fender Tremolo. Tremolo, ça casse tout. Chef d'une bande de pirates barbaresques qui convoitent des pirates, des gangsters islamistes qui convoitent le remède à son seul profit. Au cours de son périple vers Atlanta, le groupe est rejoint par Gibson Rickenbacker, homme au passé douloureux, dont le seul but est de débarrasser le monde de Fender, responsable de la perte de ceux qu'il aimait. Et oui, il a détruit toute sa famille. Donc là, on a le casting. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo, et bien évidemment, parce que c'est pas intéressant de faire une vidéo qui dure 50 minutes, voire 1h30, pour un film qui dure 1h26. Et ah tiens, il y a eu une tentative de suite avec Cyborg 2 Glass Shadow en 93. J'ai jamais vu ça. Ça doit être une grosse daube. Mais il n'y a pas Jean-Claude Van Damme dedans, c'est sûr. Sinon, j'en aurais entendu parler. Ah oui, la fameuse société de production à l'époque qui faisait parler d'elle dans les films d'action, c'était Golan Globus Productions.
Ça faisait très globule blanc, globule rouge. Film de sang, quoi. Société de production de films à petit budget, spécialisée entre autres dans les nudies, rachetée en 79 par 2 producteurs d'origine israélienne, Menahem Golan et Yoram Globus. Tu peux pas l'inventer, ça. Voilà, c'est dans son jus. C'est comme ça. C'est le hasard de la création. Donc voilà. Fiche technique pittoresque. Qu'est-ce que je voulais rajouter par rapport à ça? Oui, on retrouve un peu le mythe, le concept en fait des élites, des privilégiés qui se sont réfugiés sous forme de petites communautés dans des abris ou dans des sites protégés. Et c'est un peu le cas là, c'est-à-dire qu'on a des scientifiques ou une petite communauté avec des scientifiques qui sont réfugiés sur la côte ouest des États-Unis, qui sont protégés de l'apocalypse. Ils ont fait des recherches et ils ont développé un vaccin qui permet d'éradiquer la peste et de soigner les gens qui sont malades et de développer des cyborgs. Et en fait, pour éradiquer la peste mondialement, ils ont besoin d'envoyer ce vaccin dans un autre lieu privilégié, un autre lieu fortifié où d'autres élites se sont protégées, se sont réfugiées pour survivre. Et en dehors de ces lieux privilégiés, de ces lieux fortifiés, eh bien c'est le No Man's Land, où un peu comme dans Fallout Shelter, ce sont les terres désolées où règnent les hors-la-loi, les barbares, les sauvages, et qui mettent la terre à feu et à sang et qui massacrent les innocents. Un peu comme dans Mad Max, ou comme dans d'autres films, comme dans le livre d'Eli aussi. Donc voilà, on retrouve toujours un peu le même concept. Sauf que je pense que dans la réalité, ce serait différent. Je pense que les élites qui se seraient réfugiées dans les différents bunkers ou les abris anti-atomiques dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos, je pense qu'ils se soucieraient pas plus que ça de la vie, du sort des gens qui vivent dans les terres désolées. Je pense que ce serait chacun pour soi. Et ils sortiraient juste de temps en temps, par-ci par-là, pour essayer d'explorer ou pour voir comment évoluent les populations dans les terres désolées, et c'est tout. Ça se limiterait à ça. Continuons notre périple. Là, on est sur le sens critique. Dieu sait que j'aime bien ce site parce qu'il est très riche en termes d'avis, de détails. Donc là, on retrouve le casting, Jean-Claude Van Damme, tout ça. La bande-annonce. On a les critiques des internautes. Avant d'aller vers une critique la plus judicieuse, j'ai envie qu'on regarde quelques images, quelques photos tirées du film. Là, vous avez l'affiche. Cyborg. Avec le fameux fusil très particulier à plusieurs coups qu'il utilise dans le film. Les séquences d'action sont bien foutues quand même dans le film. Ah oui, son fameux couteau à lame courbe. Et là, on voit bien le fusil. Fusil multi-coup. C'est tout ce qu'on a. Ça, c'est le fameux combat final sous la pluie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, à un moment donné dans le film, il est crucifié. Un peu comme dans Conan le Barbare. Il y a toujours cette phase, cette phase dans le parcours où le héros doit se faire crucifier. Un peu comme s'il incarnait quelque part le Christ, qui vient, le Christ ressuscité. C'est ça, et en fait, il ressuscite après avoir été crucifié, et il vient pour sauver les hommes et pour tuer le mal, pour éradiquer le mal. Donc j'espère que comme dans les films, Jésus reviendra sur terre parmi nous pour nous débarrasser de ceux qui incarnent le mal sur terre actuellement. Fender, viens te battre. Voilà la scène. Ça fait vachement penser à Conan le Barbare. Je me souvenais pas de cette scène. C'est fou, hein.
pense que le réalisateur a dû s'inspirer de plans de Conan. C'est vraiment, ça fait penser au même cadrage. Là, c'est les méchants. Il y a quand même, ça sent quand même la testostérone et les stéroïdes. On retrouve le même type d'acteur qui jouait dans les films, les navets de barbares et tout ça. Et donc il va les affronter un par un. Alors j'aimerais trouver l'image où on le voit en train de faire l'écart facial. Ouais, comme là, dans Bloodsport. Le plan dans Cyborg où il fait cet écart facial au-dessus du mec, voilà. Ça, c'est vraiment... ce plan est mythique. Alors ça, ils en ont fait une... c'est tellement mythique qu'ils en ont fait une statuette. Mais où est-ce qu'il est, putain? Où est-ce qu'il est, ce plan? Ah oui, alors ça, ce plan, c'est quand il était avec sa famille, avant que sa famille se fasse massacrer. Il avait une perruque avec les cheveux attachés avec une couette. Là, ce moment est improbable. Et là, c'est quand sa famille se fait massacrer. En fait, ils sont plongés dans un puits, je crois, attachés avec du fil barbelé. Et le méchant est quand même assez effrayant. Il est vraiment lui aussi charismatique. Avec ses lentilles de contact et sa musculature impressionnante, il fait assez peur. Ah ouais, là aussi. Il est mauvais, là. Là, il est mauvais. Ça, c'est moi quand je vois la facture d'électricité qui arrive avec les 10% de taxes qui ont été rajoutées. Là, faut pas venir me faire chier. Ok, bon, je l'aurais pas, ce plan. Ah oui, donc en fait, il prend sous sa garde cette actrice-là qui va l'accompagner tout au long du film, qui a aussi des jolies courbes, hein. Elle est là pour faire la pin-up. Elle sait se battre un petit peu, elle arrive quand même à survivre à ses côtés. Mais c'est vraiment juste pour avoir une jolie jeune fille dans le film. Et pour garder les hommes en haleine jusqu'au bout du film. Mais bon, si vous n'avez jamais vu ce film, je pense que ça vaut le coup quand même. Voilà le plan. Le plan d'anthologie. Voilà. Alors là, essayez de faire ça chez vous. Déjà sur 2 chaises. Et là, le pire, il a compliqué encore plus le subterfuge. C'est-à-dire que là, il est en altitude. Donc imaginez comment est-il arrivé jusque là-haut. Et comment est-il arrivé à se stabiliser en mode écart facial. Voilà. Et donc, le mec, le méchant, le bad guy avance dans la pénombre en dessous, sans se soucier que au-dessus pèse la menace de Jean-Claude Van Damme et que, à un moment donné, il va sauter et lui tomber dessus et l'éliminer définitivement. Ça fait penser effectivement un peu à une scène qui pourrait apparaître dans un film de Predator. Je pense que c'est un des plans qui ont fait la réussite du film, qui ont fait que le film Cyborg a eu quand même un mini succès. Allons maintenant sur la critique. De très bonne critique, je trouve, de B. Jérémy, faite le 21 mars 2020. Il a mis une note de 9 sur 10. Il y a d'abord eu l'effondrement de la civilisation, l'anarchie, le génocide, la famine, puis... Quand il a semblé que les choses ne pouvaient pas empirer, nous avons eu la peste. la mort vivante, fermant rapidement son poing sur toute la planète. Ensuite, nous avons entendu les rumeurs selon lesquelles les derniers scientifiques travaillaient sur un remède qui mettrait fin à la peste et restaurerait le monde. Le restaurer? Pourquoi? J'aime la mort, j'aime la misère, c'est ce monde que j'aime. Oui, je crois que c'est des paroles qu'on entend au début du film. Beaucoup d'entre nous ont regardé ce film plusieurs fois quand nous étions enfants, et les souvenirs qu'il ramène sont incroyables. Aujourd'hui, Cyborg est considéré par beaucoup comme une vulgaire daube,
Pourtant, bien qu'il soit loin d'être parfait, j'estime qu'il ne mérite pas ce déluge de haine. Je suis assez d'accord. C'est pourquoi, avec cette critique, je vais tenter de redorer cette production made in canon, qui n'est pas le meilleur travail de Jean-Claude Van Damme, mais s'avère être un exutoire digne d'intérêt. Oh, je trouve qu'il est bien dans le film quand même. Après, le film a quand même des défauts au niveau du décor, où on voit bien que ça manque de moyens, ou même au niveau des acteurs, mais Jean-Claude Van Damme, je trouve qu'il fait bien le boulot, il fait bien le job. Par contre, effectivement, ils ont été mal inspirés de lui mettre une perruque au début du film, enfin, au moment de ses souvenirs. Ça lui va pas, là, les cheveux longs coiffés comme ça. Cyborg 1989, réalisé par Albert Pyun, est un film de science-fiction post-apocalyptique de série B dans la plus pure mouvance du genre années 80, mettant en avant un Jean-Claude Van Damme dans un univers clairement inspiré de Mad Max, réussissant tout de même à tirer son épingle du jeu pour se différencier de son mentor. L'histoire s'illustre par sa conduite simple mais efficace du bien contre le mal, avec un héros qui va devoir dépasser ses limites pour atteindre son objectif, on est d'accord. L'intrigue est cohérente, le récit avance très vite, on va droit dans le vif du sujet, sans pour autant négliger la partie dramatique, nette et sans bavure. On peut compter sur de nombreux touchants, tragiques, violents et efficaces flashbacks pour créer un lien étroit avec le héros du film représenté par Gibson. Alors moi, les flashbacks, c'est les trucs que j'aime pas trop dans les films. Par exemple, dans Highlander, j'ai horreur de ça, c'est trop répétitif. C'est trop récurrent. D'accord pour les flashbacks, mais il faut pas qu'il y en ait trop. Trop de flashbacks tue les flashbacks. Avec ce rôle de passeur, Van Damme incarne de guide, en fait. Il incarne un personnage qui se démarque de sa filmographie. Il incarne un homme solitaire, profondément traumatisé, qui, pour se débarrasser des démons qui le tourmentent, va se jeter dans la gueule du diable pour le confronter. Une intense blessure provoquée par l'abominable et tyrannique Fender, qui, des années plus tôt, avec sa bande, a tué sa femme, son fils adoptif, et a kidnappé sa fille adoptive, le laissant pour mort au fond d'un puits. L'antagoniste principal du film est incarné par Vincent Klein, dans le rôle de Fender, un chef de gang nomade qui aime ce monde de désolation et l'embrasse totalement. Avec son groupe, il déchaîne les enfers partout où il passe, semant désolation et destruction. Personne n'est épargné. Un peu un scénario à la Ken le Survivant, je dirais. C'est dans la continuité de ces productions du moment de ces années-là. Ken le Survivant, c'était tout aussi violent, c'était exactement le même concept. Un véritable fléau synonyme de chaos. Une représentation du mal qui peut certes paraître caricaturale, mais qui fonctionne très bien en posant une menace véritablement perceptible. Un mystère entretient ce méchant duquel on se demande s'il est bien mortel ou cyborg. Chacun se fera son opinion dessus. Et c'est bien d'ailleurs, je trouve, qu'ils ne le disent pas clairement. On entretienne ce mystère. Le cyborg Pearl Prophet, qui est celle au centre de l'histoire, me paraît secondaire, même si elle représente le dernier espoir contre la peste. Pour affronter Fender, Gibson peut compter sur la comédienne Deborah Richter, alias Nadie Simmons, une belle rose qui pique, qu'on a l'occasion de voir courir toute nue. Une femme coriace et bagarreuse qui apporte du relief au personnage de Van Damme, qui est souvent dans le mutisme. En cela, la narration est excellente. Il y a très peu de dialogue, tout passe avant tout par des regards et des gestuels. C'est ingénieux, privilégier un coup d'œil à un discours peut-être pertinent si bien fait, ce qui est le cas avec ce long métrage. J'aime beaucoup les costumes des personnages, le style vestimentaire cyberpunk fonctionne très bien, les détails sont présents jusqu'au moindre grain de sable sur les vêtements. Les décors sont un peu vides, néanmoins suffisamment marquants pour retranscrire un univers cohérent qui, certes, ne livre que les grosses lignes à cause de sa courte durée de vie, mais tient quand même la route. Une terre du futur décimée par une violente peste qui a réduit à néant la société ainsi que ses habitants. Les survivants gravitent dans un monde brutal et en ruine où seuls les plus forts survivent. Il est plaisant de constater qu'à l'inverse de beaucoup d'autres films du genre, celui-ci possède encore un environnement avec une faune, ce qui pose une antithèse intéressante entre la ville putride et dévastée, synonyme de mort, et la campagne qui semble hors du temps, car épargnée de cette folie. La transition entre la zone interdite et Atlanta est appréciable. L'ambiance est d'une efficacité pesante avec ses nombreux cadres apocalyptiques, tremblements rustres,
terriblement rustre et hostile, avec une constante ornementation de morts, de cadavres crucifiés et coupés en morceaux, alliée à une musique très efficace. Mais là, je trouve des fois la musique était un peu kitsch. Déjà à l'époque, je la trouvais un peu... Kevin Bassinson signe une excellente bande originale très variée aux tonalités très années 80 qui marque grandement le long métrage. Alors les titres, tout ça... Enfin parlons des combats. Cyborg est une véritable mine en confrontation épique avec une grande variété dans les bagarres, beaucoup d'affrontements dans un cadre de course-poursuite à pied endiablé. Les combats sont bourrins, peu de place à la technique, c'est barbare et ça tape sec. Tout le monde se défoule, on a même droit à de bons fights, femmes vs femmes. Combat au corps à corps, au couteau, au glaive, au gun, tout y passe. N'oublions pas la lame intégrée à la chaussure de Gibson, toujours dans une intense concentration de violence, où les membres volent dans tous les sens, pas de pitié, pas de quartier, tous les coups sont permis. Certaines séquences sont tout bonnement cultes, comme la fameuse scène dans les égouts, où Jean-Claude Van Damme fait un grand écart à plus de 2 mètres de haut, et transperce de son glaive un ennemi passant en dessous de lui. Joli travail également lors de la poursuite dans les marais, avec une confrontation mouvementée entre un Gibson au couteau contre un des hommes de Fender armé d'une lance. Le combat final est épique, illustré dans une arène adaptée aux circonstances, se passant de nuit, les pieds dans l'eau sous une violente averse de pluie avec l'orage qui résonne autour. Il ne reste plus que la rage de Gibson contre le tyrannique Fender. Torse nu et enragé, les deux hommes se livrent un intense combat à mort sous testostérone, où parer les coups est exclu, s'envoyant en pleine poire de grosses mandales à tour de rôle jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe. Un duel d'homme à homme, de conviction à conviction, un combat bourrin, pas un truc woke, quoi. Les seuls éléments qui pourraient peut-être déranger à la longue sont les hurlements incessants de Fender avec son grossier « Ah !» et la tête de crispé, bouche ouverte qu'il fait lorsqu'il s'en prend une. À la base, les cris constants des hommes de Fender sont une bonne idée dans le sens où ils le font pour faire peur à leurs victimes et aussi pour donner leur position aux autres du groupe. Je terminerai par la séquence la plus marquante du film, autant culte qu'épique, avec la crucifixion de Jean-Claude Van Damme qui se met à littéralement péter les plombs en repensant à la mort barbare de sa famille. Un grand moment très fort. Cyborg est un excellent film de série B, s'illustrant par de bons personnages principaux et un bon méchant, très méchant, une super bande sonore, des environnements sympas qui s'intègrent parfaitement dans le cadre post-apocalyptique, et une atmosphère terrifiante. Bien entendu, ceci est contrebalancé par son petit budget et quelques petites fautes de goût, néanmoins, tout est réuni pour faire de ce film un divertissement accompli pour ce genre de production. Pas mal pour un film écrit en 3 jours, tourné en seulement 23, avec un budget de seulement 500 000 $. C'est fou, hein? Albert Pyun, malgré ses petits moyens et le peu de temps imparti, a fait un boulot très honnête. Nul doute qu'avec plus de temps et de finances, on aurait eu droit à un gros film, voire un chef-d'œuvre. Très bonne critique, je trouve. Donc les images, on les a vues. Et évidemment, ça a donné lieu par la suite, parce qu'on était à l'époque des sketchs des Inconnus sur France 2, ou Antenne 2, je ne sais plus à l'époque. Et les Inconnus, bah, du coup, ça les a inspirés pour créer les Miséroïdes. Donc on va voir, on va tenter une petite diffusion, un petit extrait des Miséroïdes. Jean-Claude Van Damme, enfin dans le rôle de Jean Valjean. D'après le roman de Victor Hugo, son... Cosette. Les Miséroïdes. D'après le roman de Victor Hugo. Voilà, j'en montre pas plus parce que je veux pas prendre de risques, mais je vous mettrai les liens encore une fois dans la description de la vidéo. Bon, ben c'était cool. J'espère que tout ça, ça vous a plu, que ça vous a permis de voyager dans le passé en 89, à l'époque de ce fameux film Cyborg, ou peut-être que ça vous a donné l'envie de le revisionner, je ne sais pas, ou de vous procurer le DVD ou autre chose, peut-être qu'on peut le trouver sur internet, je ne sais pas, tout est possible aujourd'hui. En tout cas, je trouvais intéressant de revenir
en images sur ce film qui m'avait marqué quand même à l'époque. Hein. C'est un film que, d'ailleurs, bah voilà, je m'en souvenais encore. 89, j'avais... si je crois pas, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans, dis donc. Donc, c'était tout juste... Je pense que ça aurait été limite un film interdit aux moins de 18 ans, mais j'ai quand même réussi à le regarder, et c'est dire, bon, si ça m'avait marqué, parce que c'était quand même assez violent hein, pour l'époque. C'était dans le style Mad Max, c'était de la pure violence. Du chaos, tout ça, la violence gratuite. Et voilà, mais bon, j'ai quand même pu le regarder par curiosité, puis parce que c'était des sujets qui m'intéressaient à l'époque, c'est nos futurs. J'avais déjà été très marqué par Mad Max et Mad Max 2, et tout ça, bah, ça arrivait dans la continuité. Ce qui était logique. L'évolution logique après tout. Donc merci les amis d'avoir regardé cette vidéo, merci de liker, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne si vous appréciez le contenu. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos réactions, tout ce que vous en pensez, votre avis par rapport à ce film. Ou au contraire, dites-moi si vous avez l'intention de le regarder, de le découvrir. Et puis, et voilà, c'était une nouvelle fois l'occasion de vous partager un petit peu de ma culture cinématographique autour de tous ces sujets qui sont finalement des sujets de société. Hein. La violence, l'apocalypse, la fin du monde, la menace toujours d'un virus, d'une pandémie, la technologie, le transhumanisme, voilà, c'est tous ces sujets-là finalement, on arrive quand même à en parler de manière très simple, à travers toutes ces œuvres artistiques que sont les films, les séries télé, les bandes dessinées, la musique, voilà, tous ces moyens-là. Merci à tous encore une fois d'être restés là jusqu'au bout. Merci de partager la vidéo, merci de votre soutien, de vos likes, de vos petits messages sympathiques à chaque fois. Et puis on va se donner rendez-vous très vite dans une nouvelle vidéo sur un nouveau sujet incroyable sur la TV42. C'était DosGeek. Laissez parler le geek qui est en vous. Je crois en vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.